Dans la vie, il faut choisir. Ou vous avez la main invisible d'Adam Smith, contre lesquels les Français sont très fâchés, ou vous avez le dent coupé dans le derrière de Joseph Staline. C'est pour ça que je suis allé à la réunion des identitaires, c'est pas parce que j'étais d'accord avec eux, je n'étais pas du tout, mais parce qu'ils avaient le droit d'être identitaires. On est fort en démocratie aujourd'hui. Premier sorti de Polytechnique. Attali. Oui, je sais bien, et alors? Le seul homme qui ait jamais eu un trou sur la terre, c'est Attali. Louis XIV a complètement ruiné la France. Il y a eu des millions de morts de famine en 1714-1713. Donc, qu'on cesse de m'expliquer que Colbert a été un grand succès, et c'est lui qui a amené la France à la pauvreté. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi des gars qui sont toujours trompés sur tout sont sans arrêt invités par les médias. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir, même si techniquement c'est vous qui me recevez dans vos locaux à l'Institut des Libertés. Ça me fait grand plaisir. Malgré tout, on vous reçoit bien de manière numérique sur notre chaîne pour répondre à certaines de nos questions. Alors on va brasser quand même très large. On va parler de vous, on va parler d'objectifs présidentiels 2022, on va parler d'économie, on va parler du programme peut-être à mettre en place pour 2022. On va parler de l'Institut des Libertés Médias aussi. Donc voilà, pour ça je suis très content que vous répondiez à mes questions. Alors, première question, Monsieur Gave, est-ce que vous connaissez au moins de nom Julien Rochdy? Oui. Eh bien nous aussi. Et c'est à l'occasion d'une de ses vidéos où il parlait de vous comme étant une hypothèse envisageable pour la présidentielle 2022. Où je me suis intéressé à vous. Par la suite, j'ai lu certains de vos ouvrages, 3. Et par conséquent, je voudrais vous demander, est-ce que cet exercice, la présidentielle 2022, vous intéresse? C'est une question qui est importante, en tout cas pour moi. Mais je vais vous répondre de la façon suivante. La présidentielle de 2022 est extrêmement importante. Peut-être une des plus importantes que j'aurais connues de ma vie. Le problème, d'abord, c'est que j'ai 77 ans, donc vous me direz ce n'est pas un inconvénient, mais c'est quand même beaucoup de responsabilités. Et puis ce que disait Richelieu, c'est quiconque gouverne un royaume se condamne à la damnation. Parce qu'on n'exerçait pas le pouvoir innocemment. Le pouvoir, c'est quelque chose qui est extraordinairement dangereux. Pour celui qui l'exerce et pour celui contre lequel vous exercez ce pouvoir. Donc, dans la mesure du possible, j'aimerais bien ne pas avoir à y aller, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que, je vois très bien. Je ne pense pas que je vais y aller, parce que d'abord, je n'en ai pas les moyens, puis il y a une énorme résistance institutionnelle qui est difficile à battre. Mais si je devais vous répondre, franchement, je vous dirais, écoutez, ce que j'ai proposé dans une réunion sur Sud Radio il y a quelques semaines, c'était d'essayer de trouver 4, 5, 6 personnes qui étaient des vieux cons, quoi, comme moi, et qui se mettraient d'accord, dans le fond, pour étudier les gens, faire une espèce d'audit des différents candidats, et puis peut-être dire aux Français, bah, écoutez, si vous avez quelque confiance en nous, bah, peut-être vous pourriez choisir en nous, ou comment de choisir celui-là plutôt. L'ennui, c'est que j'ai contacté un certain nombre de candidats potentiels, et ils veulent tous être calife à la place du calife. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent tous eux-mêmes présidents. Donc je réfléchis, et ce que j'essaie de faire à l'Institut des Libertés ici, c'est en quelque sorte de préparer les programmes et les actions, si jamais il y avait une divine surprise qui arrivait dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de les programmes, dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la sécurité, etc. Les domaines, mettons les domaines régaliens. Et puis voir s'il n'y a pas un type qui va sortir et qui pourrait, comme ça, grâce à nous, à ce travail qu'on a fait ici, faire ce que les Américains appellent
toucher la route en courant. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin de... Il sera déjà en mouvement, il aura déjà tout, il aura le début d'une équipe, tout ça. Mais sinon, vous dire que je me fais du souci pour mon pays, certainement, je m'en fais énormément. Et je m'en fais d'autant plus que les candidats éventuels semblent tous avoir des problèmes de personnalité. Ils n'ont pas été assez aimés par leur maman, il y a quelque chose qui a dû se passer. Mais on voit très bien ce qu'ils cherchent pour eux, mais on ne voit pas très bien quelle est leur vision pour le pays. Donc ça me met dans une situation très difficile. D'accord. Et alors je vais revenir juste à l'origine des premiers mots de votre réponse. Vous avez dit que 2022 allait être une campagne qui était l'une des plus importantes, même pour vous, à l'échelle de votre vie. Oui. Et pourquoi au final? Quelles sont les questions primordiales? La France est devant une situation qu'elle a connue une ou deux fois dans son histoire, mais qui n'ont jamais été des bonnes périodes. Les deux auxquels je pense, c'est l'effondrement de la monarchie avant que Jeanne d'Arc n'arrive, où l'identité de la France était en question. C'est-à-dire que est-ce que la France allait survivre en tant que France? C'était une question intéressante. Et puis ensuite, la défaite de 40 avec Pétain, où encore une fois l'identité de la France était en question. Et là, il me semble que l'identité de la France est déjà en question, et déjà passablement en question, et parce que les élites, depuis 40 ans, depuis Giscard, n'ont qu'une idée, c'est d'enlever toutes ces souverainetés à notre pays pour qu'il puisse se fondre dans une espèce de construction européenne. Et moi, je suis tout à fait partisan de l'Europe, mais je dis toujours en plaisantant, je suis partisan de l'Europe d'avant de l'or, c'est-à-dire d'une Europe des nations où chaque pays allait défendre son bout de gras à Bruxelles. On aurait été la pendule pour qu'on puisse atteindre des décisions. Mais à partir de l'arrivée de l'or, il y a eu une tentative de créer un État européen qui devait être la somme pas la somme, qui devait englober et détruire en même temps les nations européennes. Et si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que toutes les tentatives de recréer une Europe puissance, comme l'avait été l'Empire romain, c'est toujours terminé dans le sang et dans les larmes en Europe. Le seul moment heureux dans l'histoire de l'Europe, ça a été les moments de la diversité où chacun était chez lui, faisait ce qu'il voulait, faisait des expériences et ça marchait très très bien. Donc, en tant qu'économiste tout à fait libéral, si vous me demandez, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un libéral. Qu'est-ce qu'un libéral? Attendez, je finis, mais je viendrai sur ce qu'est qu'un libéral. En tant qu'économiste libéral, si vous voulez, pour moi, le bonheur, la prospérité, la liberté viennent de la diversité. C'est-à-dire que vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas forcé de faire ce que vous ne voulez pas faire. Donc, l'Europe, si vous avez l'occasion, vous lirez peut-être un livre un jour écrit par un Anglais qui s'appelait Hugh Trevor Roper, qui était un grand historien, je crois, à Oxford, qui a écrit The Rise of Christian Europe, la montée de l'Europe chrétienne. Et il expliquait dans son livre, de façon remarquable, que vous vous mettez au Xe siècle, au XIe siècle, et vous voyez l'Empire ottoman, l'Empire de Constantinople, le vieil Empire romain, qui contrôlait une grosse partie de la Méditerranée du Sud, et qui était extraordinairement puissant, qui était centralisé, qui tenait. Et puis vous aviez le merdier le plus invraisemblable en Europe, c'est-à-dire des espèces de tribus qui s'étaient transformées en royaumes. Si bien que vous avez des tentatives à ce moment-là, vous avez le Saint-Empire romain germanique, qui était ni saint ni romain ni germanique parce qu'il était plutôt en Sicile. Vous aviez la papauté, qui est une espèce de théocratie. Vous aviez le début des États-nations avec la France et l'Angleterre. Vous aviez la Ligue hanséatique, qui était du grand n'importe quoi. Enfin, c'était une espèce de série de ports. C'était une puissance incroyable. Vous aviez les chevaliers teutoniques, qui étaient l'ancêtre de la Prusse, qui était un ordre militaire. Vous aviez les villes-États, du style de Venise ou des trucs comme ça. Donc vous avez un immense foisonnement d'idées politiques, et puis elles se sont heurtées, et ça a créé finalement un mouvement vers la liberté, l'identité, la différenciation. Et ce qui a dominé le monde, c'est pas
l'Empire byzantin qui s'est écroulé comme tous les empires, c'est cette espèce d'extraordinaire liberté qui a trouvé sa source en Europe. C'est de l'Europe que vient la notion de liberté. Et la notion de citoyen qui est supérieure à son État. C'est la notion de la primauté de l'individu, ça vient de chez nous et de nulle ailleurs. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer de redétruire en Europe. Cette notion de la primauté de l'individu. J'ai écrit un livre sur le Christ qui s'appelle Un libéral nommé Jésus, donc j'ai essayé d'expliquer que quand vous lisez les évangiles, vous avez deux choses qui apparaissent de façon extraordinaire. La première, c'est que Dieu ne s'est compté que jusqu'à un. Il ne s'intéresse pas aux syndicats, aux gens de gauche, aux gens de droite, il s'intéresse à vous personnellement. Il a un projet pour vous personnellement, et c'est à vous de le découvrir, c'est l'objet de toute votre vie. Qu'est-ce qu'est le projet? Si vous faites le projet de Dieu, ben vous êtes heureux. Si vous vous en écartez, vous êtes malheureux. Mais vous ne savez pas pourquoi. C'est comme ça. Donc Dieu ne s'est compté jusqu'à un. Et la deuxième, c'est que tous les gens dans les évangiles qui prennent des risques sont toujours pardonnés. Le fils prodigue, la femme adultère, ils sont toujours pardonnés. Les gens qui ne prennent pas de risques, ils vont toujours en enfer. Donc si vous voulez, la base de notre civilisation, c'est grosso modo la liberté individuelle qui permet la prise de risque. Et c'est ça le libéralisme. Je reviens à la question. C'est la liberté individuelle qui permet la prise de risque. Et c'est de ça, et c'est une tentative de destruction de ça, c'est cette tentative de nous détruire qui est aujourd'hui en cours en France. On veut détruire la France parce que c'est l'endroit où les gens, en étant français, en étant protégés par cette identité qui était la France, ça leur permettait de prendre des risques et de découvrir leurs projets. Donc pour moi, c'est une question qui est fondamentalement profonde. Dans toutes les autres civilisations du monde, la tribu l'emporte toujours sur l'individu. On est la seule civilisation du monde où l'individu prime sur la tribu. C'est pour ça que je suis allé à la réunion des identitaires, c'est pas parce que j'étais d'accord avec eux, je n'étais pas du tout, mais parce que j'avais le droit d'être identitaire. Ce que je veux dire, c'est que je n'étais pas d'accord avec leur idée d'une France qui serait fermée sur ses frontières, mais c'est une idée qu'ils ont parfaitement le droit de défendre. Donc vous pouvez défendre des idées contre lesquelles vous êtes, fondamentalement. Pour la présidentielle 2022, tout à l'heure, vous avez évoqué une demi-douzaine environ de ce que vous avez appelé des candidats potentiels. Oui. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns? Moi, je ne tiens pas à en citer parce que, qu'est-ce que vous voulez essayons de réfléchir 2 minutes ensemble sur les candidats. Parce que, grosso modo, aujourd'hui, il n'y a même pas la moitié des Français qui vont voter. Ce qui est un drame. Un drame absolu. Et vous avez toute une série de gars qui se battent comme des fous, dans le fond, pour essayer d'attirer les voix des 47 ou 48% qui vont voter. Qui sont donc des candidats de l'ordre établi. Et qui n'ont rien compris. Parce que ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est devenir les représentants de l'ordre établi qui nous a amenés dans le merdier dans lequel on est. Donc, j'ai pas envie d'en parler. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce qui m'intéresserait, c'est quelqu'un qui parle aux 52% qui ne vont pas voter. Et qui leur parle de la seule chose qui les intéresse probablement, c'est-à-dire de la France. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les dernières élections présidentielles, personne n'a parlé de la France. On nous a parlé de la République, tout à fait. On nous a parlé de tas de choses, mais on ne nous a jamais parlé de la France. Un candidat potentiel qui pourrait en parler, l'actualité justement l'a évoqué, que ce soit l'Express ou de leurs actuels ou d'autres plateaux de télé, c'est l'hypothèse d'Éric Zemmour. Oui, bah, je le connais bien. C'est un garçon extraordinairement cultivé, qui travaille bien, et qui a beaucoup bossé, j'avais écrit il y a bien longtemps, il y a 4-5 ans, un papier sur lui dans lequel je pense. Je faisais une comparaison assez, qui m'avait amusé moi. Je l'avais comparé à Bernanos, c'est-à-dire, si vous voulez, un gars qui aimait la France de façon charnelle, qui comprenait de façon charnelle ce que c'était que la France. Et je trouvais ça admirable parce que autant Bernanos c'était compréhensible, c'était un paysan picard, donc là on s'imagine qu'il sait ce que c'est que la France. Pour ce gars qui arrivait d'Afrique du Nord,
qui n'était pas de la religion dominante, je trouvais ça admirable qu'il ait compris à ce point-là ce qu'était la France. Et ce que je dis toujours aux gens, c'est... vous savez, il y a plusieurs définitions de la nation. Il y a la définition allemande, qui est un territoire, une langue, un peuple, et puis de temps en temps un Führer, mais ça c'est emmerdant. Et puis la définition française, qui est une espèce d'attachement sentimental. C'est la définition de Renan. La France, c'est une volonté de vivre ensemble, appuyée sur un imaginaire commun. Et bien quand je regardais Zemmour, je me disais, ce gars-là, il a parfaitement compris ce que c'est la France, c'est une histoire d'amour. On est français parce qu'on aime ce foutu pays. Et avec tous les défauts qu'il a, mais tous les avantages, tous les trucs. Et ça, je trouve ça sympathique. Donc, parmi tous les candidats, c'est certainement celui sur lequel je n'ai pas le moindre doute qu'il est français. Le fait qu'il soit dans une position où après des années où on a eu une forme de... Il n'a pas été dans la lumière. Aujourd'hui, il a vraiment des jeunes autour de lui. On voit les scores qu'il a. Tous ceux qui sont là. Il a quand même à perdre un peu dans cette présidentielle d'un point de vue personnel. Et pour vous, est-ce que c'est justement ça démontre que justement, s'il se lançait dans une présidentielle, ce serait non pas d'un point de vue pour sa propre personne, mais pour les Français? C'est très difficile, vous savez, quand vous êtes en position de prendre ce genre de décision, de savoir ce qui vient du désir de servir et ce qui vient de l'ambition personnelle. On le sait en général après coup, et on le sait en général après une crise. Parce que, ici je vais vous faire une petite analyse politique, mais de quoi souffrons-nous aujourd'hui en France, pour être parfaitement honnête, je vais essayer de vous expliquer. Dans un pays, vous avez trois couches, grosso modo. Vous avez le peuple, vous, moi, on se décarcasse, on essaie d'élever des enfants, de gagner notre vie, enfin bref, les gens qui ont fait la France, comme je dis. Et au-dessus du peuple, vous avez l'État. L'État, c'est ce qui administre. Et l'État, c'est une machine extraordinairement compliquée. Il faut connaître le droit, il faut connaître les règlements. Donc, vont dans la gestion de l'État les types qui ont une mémoire de cheval, parce qu'il faut avoir une mémoire de cheval pour retenir toutes ces règles, qui sont plutôt intelligents, qui sont bons élèves, et qui n'ont aucun caractère. Parce que s'ils avaient des caractères, ils ne s'emmerderaient pas avec découvrir qu'il y a des règlements qu'ils peuvent utiliser n'importe quoi. C'est pas grisant dans la vie d'être rond de cuir, mais c'est pas en pensant que vous allez devenir rond de cuir. C'est des rouages un peu. Voilà, c'est des rouages. Comment mieux faire tourner les rouages de l'État? Voilà, c'est ça. C'est des mécaniciens, c'est très bien. Et au-dessus, vous avez la classe politique, la fonction politique, qui est de gérer le risque, en n'ayant pas tous les éléments pour prendre la décision. Parce que c'est la politique, de temps en temps, vous pouvez prendre des décisions sans avoir les informations dont vous avez besoin. Vous devez prendre dire, bon, on avance, on recule, mais vous n'avez pas les éléments parce qu'ils ne sont pas arrivés. Voilà. Donc l'endroit politique ne vont en principe dans la politique que ceux qui peuvent vivre en risque tout le temps. Comme les chefs d'entreprise, par exemple. Donc la politique, c'est le paratonnerre. Le politique, c'est le paratonnerre pour empêcher le pays d'être foudroyé. C'est lui qui prend la foudre. Le cas échéant, il est grillé. Comme Pétain. Il avait pris le risque en 40, mais il était grillé en 45. Pas de peau. Mais voilà. Mais en même temps, il savait ce qu'il faisait. C'était pas, j'espère pour lui. Il n'y allait pas par ambition, je pense pas. Enfin, je sais pas. Je connaissais pas mon père était gaulliste. J'ai pas de vue sur Pétain. Mais ce qui s'est passé en France depuis Giscard, c'est que la classe administrative, ce que j'appelle les Agnans, vous avez lu le petit Nicolas? Oui. Agnan, c'est celui qui c'est le meilleur élève, c'est celui qui dit Madame, vous avez dit qu'on aurait une interrogation aujourd'hui, tout le monde dit on en a tous connu un. Il y en avait un dans chaque classe. Le chouchou de la maîtresse, il y en avait un dans chaque classe. Il y en a un à la présidence aujourd'hui, donc on sait. Donc c'est Agnan. Bon. Oui. Et donc, ces gars qui vont dans l'administration, ils haïssent le risque. Ils vont dans l'administration parce qu'ils ne supportent pas de vivre un risque.
Et donc, ils ont pris le contrôle de l'administration, et avec Giscard, qui était l'un d'entre eux, cette fonction administrative a pris le contrôle de la fonction politique. Ce qui fait qu'en France, aussi curieux que ça paraisse, depuis 40 ans, nous n'avons plus de politique. Il n'y a plus personne qui a fait de la politique. Ils ont fait de l'administration. Ils ont essayé de transformer la France en une population administrée. Mais vous ne pouvez pas administrer une population. Le citoyen, c'est juste un administré, finalement. Ils ont transformé le citoyen en administré. Alors que moi j'ai vécu en Angleterre pendant longtemps. Et je me suis rendu compte en vivant en Angleterre que si vous voulez, les deux grands saints français, c'est Jeanne d'Arc qui restaurait l'État, et Saint-Louis qui était l'État en majesté disant à la justice sous son chêne. Si vous voulez, c'était l'apogée de la civilisation chrétienne en 1250. Vous avez qu'à aller visiter la Sainte-Chapelle et vous vous rendez compte à quel point c'était une période admirable. Et les deux grands saints de la civilisation anglaise, c'est Thomas More et Thomas Becket, qui ont tous été martyrisés par l'État parce qu'ils disaient que l'individu était supérieur et intérieur à l'État. Donc, si vous voulez, la France idolâtre l'État qui l'a créé, et l'Angleterre idolâtre l'individu. C'est l'inverse. Et c'est pour ça que les Anglais devaient quitter l'Europe. Parce qu'ils réduisaient leur liberté individuelle en allant en Europe. C'est pour ça qu'ils sont partis. Mais est-ce que le fait de détrôner la politique, c'est pas un petit peu une vision libérale aussi? Pas du tout. C'est ce que vous voulez. Pas du tout. L'idée, si vous voulez, du libéralisme, c'est que les gens ont du mal à comprendre. C'est une idée qui vient de Locke, qui était un philosophe anglais à la fin du XVIIe, et qui disait que les trois idées de Locke étaient des idées essentielles. La première, c'était la tolérance. Il a fait un discours sur la tolérance que je recommande à tout le monde de lire, qui était une merveille, en disant que l'État, vous avez une différence essentielle entre le crime et le péché. L'État juge du crime, le péché, c'est pas son problème. Donc, vous voulez croire en ce que vous voulez, que bouffer du cochon, c'est un crime, l'État n'a rien à dire là-dessus, ça ne le regarde pas, mais vous ne voulez pas de cochon si vous voulez. Mais l'État, il n'a pas passé des trucs sur les cochons, quoi. C'est pas son boulot, quoi. Donc ça, c'était la première idée. La deuxième idée, c'était que le souverain, c'était le peuple. C'est une invention extraordinairement importante. Et la troisième idée, c'est pas les élites qui sont le souverain, c'est le peuple. Et la troisième idée, c'était que pour que le peuple contrôle l'État, parce que le vrai drame de la science politique, il n'y en a qu'un, c'est que vous créez quelqu'un qui vous donne le monopole de la violence légitime, ça s'appelle l'État, qui peut vous mettre en prison. Mais une fois que vous l'avez créé, ce monstre, comment vous le contrôlez? Parce qu'à partir du moment où il a les armes, ça devient difficile de résister. Donc ce que vous faites, c'est que vous le contrôlez par les impôts, c'est-à-dire que vous qui avez le droit de prélever des impôts, l'État n'a pas le droit de prélever des impôts, c'est le souverain, le peuple qui prélève des impôts pour payer l'État. S'il commence à faire des trucs pas bien, ben vous lui coupez les vivres. Et deuxièmement, vous armez les citoyens pour qu'ils puissent se défendre contre l'État si l'État les... C'est le premier amendement de la Constitution américaine. Et donc, ces trois, ça n'a rien d'économique. Le libéralisme est une doctrine juridique. Ça n'a en rien une doctrine économique. Et une fois qu'ils ont appliqué ça en Angleterre, à partir du début du XVIIIe, 40 ans après, la révolution industrielle a commencé. Parce que les individus ont eu les conditions, l'État ne pouvait pas les spolier, ils avaient le droit de propriété, on ne pouvait pas leur enlever. Et donc ça a créé le mouvement. Donc la liberté individuelle garantie par le droit, c'est ça qui a créé la croissance économique. Mais c'est pas des recettes de cuisine à la loi sur le budget ou n'importe quoi, c'est des bêtises. Sur un programme présidentiel en économie, vous pensez qu'il faudrait faire quoi? Moi, je n'ai pas de présidentiel. Le programme présidentiel, le seul, parce que j'en avais là, le seul programme que je développe auprès des gens, c'est de leur dire quelque chose de tout simple, c'est la souveraineté vous appartient. Donc la seule chose, si j'avais un programme, j'aurais une seule mesure dans mon programme, c'est le référendum d'initiative populaire. En disant, on va très mal,
La solution ne viendra pas de moi, parce qu'elle viendra de vous, c'est-à-dire que vous ferez des propositions, puis une fois que le peuple aura voté, le souverain aura parlé et la CGT ne pourra plus faire grève. Vous voyez ce que je veux dire? C'est simple, hein? C'est tout. Il faut redonner la parole au souverain dans les périodes difficiles. Et le souverain, c'est pas Macron, c'est Jacques Martin, quelque part, au fin fond de la Corrèze, j'en sais rien, c'est à lui. Et j'ai une immense confiance dans la capacité du souverain à prendre des bonnes décisions. Par exemple, quand on nous a présenté la Constitution européenne, le second désastre qui était Giscard, le souverain a voté contre. Et puis, 2 ans après, Sarko est arrivé, a dit allez vous faire cuire à neuf, vous n'avez rien compris, on va vous la coller quand même. C'est une forfaiture. Le peuple avait dit on n'en veut pas, on lui a dit on n'en a rien à foutre, tu l'auras quand même. Quand on a les médias qu'on a, est-ce qu'on n'a pas un risque que la démocratie derrière soit dévoyée, même si on demande au peuple de voter? On n'est pas en démocratie aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'y est plus. Puisque vous êtes des juristes tous les deux, parce que j'ai pu comprendre. Vous avez un droit administratif et un droit civil. L'État ne peut pas avoir un droit à lui. Il faut qu'il soit soumis au droit commun. La raison pour laquelle la France n'est pas une démocratie et n'a jamais été, ou très peu, c'est que l'État a son propre droit. Prenez par exemple l'histoire ces jeunes qu'on devait interdire, là, vous savez, comment vous appelez ça, j'ai été à la Réunion, la meeting de samedi dernier, c'était quoi? Génération identitaire. La génération identitaire, voilà. Imaginez-vous que c'est l'État, une justice de l'État, qui va juger les décisions de l'État. Vous imaginez la séparation des pouvoirs? C'est le Conseil d'État, où il n'y a que des énarques, qui sont des copains de Macron, qui vont juger de la nécessité d'interdire ou non génération identitaire. Il ne peut y avoir dans un pays qu'un seul droit. La raison pour laquelle le droit administratif a été créé par Napoléon, c'était pour qu'il n'y ait pas de démocratie. Que la volonté de l'État l'emporte toujours sur la volonté du souverain. Il ne faut pas se tromper, hein. Donc le droit administratif, c'est une monstruosité juridique du début à la fin. Ça n'a pas lieu d'être. L'État doit être jugé par les tribunaux comme tout le monde. Il n'a pas de raison d'avoir des tribunaux à lui. Donc, je sais que ça sera difficile, mais il faudrait que l'État soit passible des tribunaux comme tout le monde. Je voudrais qu'on parle un petit peu d'une idée qui justement est chère à quelqu'un qu'on a évoqué, Éric Zemmour, qui se rapporte pour le coup au thème de l'économie principalement. C'est le protectionnisme. C'est une idée qui est assez en vogue dans notre camp au sens large. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a Bastiat qui a écrit des choses admirables sur le protectionnisme. Bastiat, c'était un économiste français qui écrivait un français ravissant et qui a écrit dans les années 1840-1850, qui était libéral, mais plutôt à gauche. Les libéraux, dans l'histoire, ont souvent été plutôt à gauche, hein, parce qu'ils se méfient profondément de l'État. Autrefois, être à gauche, c'était plutôt être contre l'État. Alors, pour revenir à votre question, c'est ce que j'appelle en logique tuer le mauvais cochon. Vous savez, c'est que, je veux dire par là, pendant le défilé de la victoire à Berlin en 1945, il y avait le défilé de la victoire à Berlin, où il y avait donc Churchill, Staline, et je crois que c'était Truman. Je crois qu'il était déjà mort avant Roosevelt. Ah oui. Ça n'a pas d'importance. Et il y a une armée rouge qui défile devant. Il y a Churchill qui se pense vers Truman et qui lui dit « On a tué le mauvais cochon » en voyant passer les Russes. C'est-à-dire qu'ils avaient tué les Allemands, en fait c'était les Russes qu'il fallait tuer. On a tué le mauvais cochon. Bon, c'était un bon mot de Churchill quand il en a fait des dizaines de milliers, mais c'est pas ça la question. La question pour répondre à votre question, c'est pourquoi sont-ils pour le protectionnisme, ces imbéciles? Pour une raison très simple. C'est que la France a perdu des parts de marché, notre industrie a disparu et tout, et on accuse les étrangers. Mais j'ai un frère qui vit en Suède depuis 50 ans. La Suède va très bien, merci. Ils ont une industrie florissante.
Ils avaient fait faillite en 92. Hein. Ils se sont dressés. Ils ont un déficit budgétaire qui n'existe plus, une dette qui se réduit, des excédents des comptes courants, le plein emploi, des sociétés qui se répandent dans le monde entier, une éducation qui est excellente. Et pendant la même période, la France s'est enfoncée sans arrêt. Donc le problème, c'est pas le libre-échange. Le problème, c'est la façon dont la France a été gérée. Et je vais vous donner un exemple ou deux si vous voulez, mais en 1997-98 par là, si mes souvenirs sont bons, il faudra vérifier, la France a décidé de faire les 35 heures. Hein. Vous vous souvenez ? Vous étiez jeune. Ouais, j'étais pas né, mais... On n'était pas souvent. Vous étiez encore en culotte quand c'était bon ou pas, mais... Donc, ils ont décidé de faire... Donc, ils ont augmenté de façon extraordinaire le coût du travail pour les entreprises françaises. En mettant les 35 heures, voyez-vous. En même temps, mais c'était pas un truc, l'Allemagne faisait passer les lois Chartres, qui était le patron de Volkswagen, etc., qui conseillait le ministre des Finances, pour réduire massivement le coût du travail en Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le coût du travail a beaucoup baissé en Allemagne par rapport au coût du travail en France, et si vous aviez une usine, comme c'est un marché commun, si vous voulez faire une nouvelle usine, vous allez la faire en Allemagne, puisque ça vous coûtait 30% de moins. Donc, la désindustrialisation de l'Allemagne, de la France, ne vient pas du libre-échange. Elle vient des conneries qu'ont fait les hauts fonctionnaires français. Et je peux vous en donner 10 000 exemples. Donc, c'est ce que j'appelle tuer le mauvais cochon. Vous dites, on va tuer la liberté, mais c'est pas la solution. Vous allez mettre le problème plein fois pire. Je vous donne un autre exemple. Dans les 30 dernières années, où il y a eu une forte augmentation de la liberté de commerce dans le monde entier, vous avez l'arrivée de la Chine, l'Asie, vous avez tous lu ça, bon. Il y a 2 milliards de personnes qui sont sorties de la pauvreté la plus absolue. C'est la plus grande hausse du niveau de vie dans l'histoire de l'humanité. Il y avait à peu près 20 000 personnes par jour qui sortaient de la faim, de la malnutrition, de la mort des enfants, par jour. Et on vient m'expliquer que cette période a été une période abominable. Ah bon, vous trouvez ? 20 000 personnes qui sortent par jour de la pauvreté grâce au libre-échange, et vous trouvez qu'il faut fermer maintenant ? Vous voulez quoi, qu'ils retournent tous dans la pauvreté ? C'est d'une imbécilité crasse, c'est ce que j'appelle le mauvais diagnostic. Vous partez du principe que la France est désindustrialisée, et c'est simplement parce que les coûts sont complètement invraisemblables. Ce qu'il faut, c'est réformer l'État français pour que les entreprises françaises redeviennent compétitives, et pas devenir protectionnistes. C'est vraiment tuer le mauvais cochon. C'est d'une imbécilité foudroyante. Mais ce brave Zemmour, il est gentil. Il a une excellente analyse historique, une excellente analyse politique. Sentimentalement, il est tout ce qu'il doit être. Mais chaque fois qu'il parle d'économie, il dit une connerie. Il va devoir se battre contre ce que vous appelez dans votre ouvrage Des lions menés par des ânes. Donc vous faites plusieurs triptyques en fonction des situations et vous parlez des administrateurs. Mais c'est ça. C'est les administrateurs. C'est deep state un peu ou... Alors vous avez deux choses. Qu'est-ce que c'est Alors vous avez... J'en ai discuté beaucoup ici en parlant avec des gens parce que j'interviewe beaucoup de gens, vous les regardez peut-être de temps en temps. Oui, tout à fait. J'interviewe beaucoup de gens et vous avez deux sortes de gars. Vous avez le gars qui dans le fond pense presque philosophiquement que l'État crée la richesse. C'est le keynésien, c'est le communiste. Le keynésianisme est au communisme, ce que le Coca Light est au Coca. Les résultats sont les mêmes, mais ça prend un peu plus de temps avec le keynésianisme parce qu'il laisse un peu plus de liberté, un peu plus longtemps. C'est une imbécilité foudroyante, le keynésianisme. Bien, donc ces gars-là, c'est quasiment un problème de philosophie. C'est difficile de convaincre un vrai croyant que ce qu'il pense est une bêtise. Donc ça, il l'apprend parfois par l'expérience, mais pas toujours. Et puis vous avez de l'autre côté des gens qui pensent
que la nation doit être gérée, ils sont beaucoup plus dangereux, gérés par les plus compétents. Les Saint-Simoniens, la technocratie. La technocratie. Et ceux-là sont des vrais dangers publics. Parce qu'ils feront toutes les saloperies pour se maintenir au pouvoir, eux, en se donnant l'illusion qu'ils sont au pouvoir, parce que dans le fond, ils sont les meilleurs, et qu'ils font le meilleur travail pour les autres. Ce sont des gens qui, dans le fond, ont passé des concours toute leur vie, des trucs, pour se montrer qu'ils étaient les meilleurs. Mais comme je dis toujours, la France en 1940, qui a pris la plus grande branlée de son histoire, elle était gérée par le président Lebrun, qui était sorti premier de Polytechnique, et Gamelin, qui était sorti premier de Saint-Cyr. Méfiez-vous des gens qui ont passé des diplômes. Ce sont des gens qui n'ont pas de caractère et qui ont peur de la concurrence. Quand vous rencontrez dans un dîner en ville, moi j'ai 77 ans comme je l'ai dit, un type qui a fait Polytechnique quand il avait 20 ans, il en a 80, au bout de 3 minutes, il vous l'aura dit, quoi. Son titre de gloire dans la vie, c'est pas ce qu'il a fait, c'est d'avoir passé Polytechnique à 20 ans. Pour moi, je considère que c'est cela les dangers. Parce qu'ils pensent qu'ils ont un droit au pouvoir. Alors que personne n'a le droit au pouvoir. Le pouvoir vous est délégué par le souverain. Le souverain possède le pouvoir. C'est pas vous qui devez jamais l'avoir. Lénine. C'est très précis par rapport à... C'est très précis, ça reprend exactement... D'accord, vas-y, moi ça je vois. Lénine parlait de l'aube d'une époque heureuse où l'on pratiquerait de moins en moins de politique et où ce seront les ingénieurs qui auront la parole. Et Engels, pour lui, le gouvernement des personnes devait laisser place au gouvernement des choses. Voilà. C'est-à-dire qu'ils essayent de vous mettre dans un monde où le risque est disparu, la créativité. Je vous donne un exemple qui choque les gens toujours, c'est que... Est-ce que vous connaissez la loi de Pareto? Oui. Vous connaissez, bon. C'est que tous les phénomènes sociaux sont distribués par une loi qui était un économiste italien, qui enseignait à Lausanne et à Paris. Sont distribués par la loi de Pareto, c'est-à-dire que 80% des accidents de la route sont faits par 20% des conducteurs. 80% de l'alcool en France est bu par 20% des alcoolos. Et ainsi de suite. Donc 80% de la création de richesse dans un pays est fait par 20% des gains. Ça s'appelle les entrepreneurs. Et ces entrepreneurs ont fait ça en prenant des risques. Et ce que dit Lénine, c'est que dans le fond, ce serait mieux s'ils n'en prenaient pas. Si on avait un monde stable, dans lequel ils pourraient organiser le partage selon autre chose que la loi de Pareto. Mais ça ne marche pas puisque tous les phénomènes sociaux sont distribués comme ça. Si vous voulez, dans la nature, les lions, etc., il y a 20% des mâles qui se tapent 80% des femelles. Ben c'est comme ça. On n'y peut rien. C'est comme ça. Et donc, allons un peu plus loin. Si 80% de la richesse est créée par 20% des gens, dans les 20% qui créent de la richesse, 80% de la richesse sera créée par 20% de ces gens. En nouveau. Oui, parce que ça se décline. Ça veut dire que dans un pays à n'importe quel moment, 4% des gens créent 50% de la richesse. Qu'est-ce que vous faites du point de vue démocratique? À vous de le dire. Ou vous en empêchez de créer, et à ce moment-là, c'est la pauvreté. C'est la solution française. Ouais. C'est pour ça que c'est pas le protectionnisme qui a créé ça. C'est qu'on a poussé tous les gars qui sont capables de créer de la richesse en dehors. Moi, quand je suis arrivé à Hong Kong, où j'ai vécu 15 ans, il y avait 5000 Français, c'était en 2000. Et puis, aujourd'hui, il y en a 25 000. Il y a plus de Français à Hong Kong qu'il n'y a d'Anglais. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont tous à Hong Kong, parce qu'on leur fout la paix. Ils peuvent créer. L'acte de création, c'est un acte, c'est d'étincelle divine. L'artiste ou l'entrepreneur, c'est d'étincelle divine de la création qui fait qu'il change le monde. Et ces gars-là, Lénine, ils ne veulent pas. Ils veulent rester dans un monde stable. Donc, ils haïssent le changement. Et le désir du protectionnisme, c'est un désir de dire, mais qui cesse que ces entrepreneurs étrangers cessent de nous casser les pieds, quoi. On veut continuer à bouffer du cassoulet, et voilà, et puis on se retrouve avec des McDonald's et on n'a plus de cassoulet.
dans votre ouvrage, justement, vous parlez, donc, vous en avez écrit plusieurs, donc je le recite, Des lions menés par des ânes. C'était le premier. Vous dites justement que les entrepreneurs français ont été souvent asphyxiés. Mais c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on est désindustrialisé. On est désindustrialisé. Et alors, il y a un autre drame qui se passe, c'est que les coroniaux qui ont fait les bonnes écoles, ce dont je vous parlais, là, les Haguenans, qu'est-ce qu'ils ont comme objectif? C'est d'aller dans l'État pendant quelques temps, de se faire un carnet d'adresse, et ensuite d'aller au conseil d'administration ou à la direction de la BNP ou d'une autre grande société française et tout. Donc ils envisagent l'économie comme une série de grandes sociétés qui, dans le fond, vous pouvez augmenter, diminuer, changer le capital, prendre une participation, etc. Or, 90% des emplois en France aujourd'hui sont créés par des entreprises de moins de 10 personnes. C'est-à-dire, quand vous entendez ces gars parler d'économie, vous vous rendrez compte qu'ils ne parlent jamais des petites et des moyennes entreprises. Jamais. Parce que ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas envie de venir, de créer une chaîne de fast-food ou n'importe quoi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être au conseil d'administration d'AXA, ou ça, c'est intéressant. Et donc, l'économie, 90% travaillent dans des entreprises où, dans le fond, le patron, le propriétaire et parrain des enfants des gens qui bossent là, vous voyez ce que je veux dire, et en général, dans ces entreprises, les gens sont heureux d'ailleurs, parce que ça reste très humain, ça reste très... Ils comprennent très bien quand ça marche, quand ça va pas bien, ils savent que... Et ça a été toute la force de l'Italie du Nord, de l'Angleterre et de l'Allemagne, c'est de développer des entreprises comme ça, qui ont une permanence et qui sont très fortes, tandis que nous, en France, on a mis des obstacles imbéciles, comme par exemple la nécessité d'avoir un comité d'entreprise. Si vous avez plus de 50 personnes, vous devez avoir un comité d'entreprise. Je ne sais pas si vous savez ça. Ce qui coûte très cher. Puis il commence à y avoir des syndicats, ce qui fout le moral de tout le monde en l'air. Parce que... Eh bien, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que dès qu'une entreprise arrive à 49 personnes en France, elle arrête de croître. Puisque le patron se dit, j'ai pas envie de me retrouver avec... de passer le palier. Passer un palier. Donc l'essor des comités d'entreprise, ça garantit que aucune entreprise ne passera au-dessus de 50 personnes. C'est-à-dire que les entreprises qui auraient dû passer à 5000, elles se sont arrêtées à 50 en disant, je ne vais pas m'emmerder avec ça. Donc encore une fois, c'est l'État qui empêche la croissance. On peut gérer l'État comme une entreprise ou pas? Jamais de la vie. C'est n'importe quoi. Vous pensez quoi de l'expression Startup Nation? Bah, le gars il est gentil, hein. Enfin, il n'a jamais rien fait de sa vie, il a raté 2 fois dans le sup. La façon dont je juge les gens, c'est... Bon, j'ai été chef d'entreprise moi-même toute ma vie. Et vous voyez très bien, il y a 2 sortes d'entreprises. Les gens qui sont dans des positions de pouvoir, de commandement, embauchent des gens qui sont inférieurs à eux. Et qui considèrent comme inférieurs à eux. C'est-à-dire que ça leur donne une position de... Moi, je suis le chef parce que c'est... Oui, comme certains comme Jean Castex, par exemple. Voilà. Et j'embauche des crétins, comme ça, il ne me fera pas d'ombre. Et puis, dans les vraies bonnes entreprises, vous embauchez des gars, les chefs embauchent des gars qui sont plus malins qu'eux, qui sont plus intelligents et tout, parce que c'est plus intéressant d'être entouré de gens intelligents que de crétins. Moi, j'imagine les conseils des ministres de M. Macron, il va se flinguer, quoi. Ils sont tous tellement nuls qu'il doit se dire mais c'est lui qui les a choisis. Donc, j'ai toujours dit que les gens qui s'entouraient d'idiots étaient idiots. Parce que ça veut dire qu'ils ne comprennent pas qu'on s'enrichit par la présence de gens qui sont plus intelligents que vous. Lui, il perçoit la relation sociale comme « je n'ai rien à apprendre des autres, je suis meilleur qu'eux ». Mais c'est faux. Quand vous êtes dans une entreprise, vous devez chercher des gens qui vont vous apprendre des choses, qui vont vous améliorer, et à qui vous pourrez apprendre aussi, qui comprendront quand vous leur dites quelque chose. Et donc, mais donc l'État, ça n'a rien à voir avec une entreprise pour une raison très simple. C'est que l'entreprise, c'est quelque chose qui peut faire faillite. Je veux dire par là, ça s'appelle la destruction créatrice. Vous êtes les meilleurs fabricants de diligence de France. Ils inventent le chemin de fer. Vous êtes cuit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien malheureux, mon pauvre dame, mais c'est comme ça.
Alors vous essayez de vous reconvertir dans les chemins de fer, c'est ce qu'ont fait par exemple les Michelin ou les Peugeot, ils ont été capables de changer le modèle, mais ils ne sont pas restés avec l'intelligence. Comment ? Tandis que l'État ne peut pas disparaître, son but essentiel, c'est la protection de la population. Son rôle, c'est de le protéger avec la police ou l'armée, de le juger, et d'avoir de la diplomatie pour empêcher qu'on se mette trop sur la gueule avec les voisins. Et ça dépend d'une activité de marché. Vous ne pouvez pas mettre un prix là-dessus. C'est complètement idiot. Donc si vous voulez parler de gérer l'État comme une entreprise, ça veut dire qu'on ne comprend pas la nature essentielle de l'État, qui est d'être tous les domaines où le marché ne peut pas exister. C'est idiot. C'est complètement idiot. Ces gars-là sont des crétins suréduqués. C'est ce qu'appelle... Vous avez lu Nassim Taleb ? C'est un petit peu remarquable. Non, mais je vois très bien... Il faut le lire. Mais j'ai regardé aussi. Antifragile, le cinéma. Nassim Taleb, il faut le lire parce qu'il appelle ça les educated yet idiots. Il dit on est gouverné aujourd'hui par les educated yet idiots. C'est-à-dire des gars qui sont passés par les bonnes universités et tout, mais qui sont idiots. Et la France en est l'archétype. Je crois que l'idée protectionniste en France, elle vient de deux choses. Elle vient d'une part d'une espèce de tradition colbertiste. Qui a ruiné la France. Il faut dire que Colbert, quand il est mort, si vous voulez, et puis à la fin du règne de Louis XIV, qui a été colbertiste, la France, qui était au sommet de l'Europe dans les arts avec Louis XIII et Henri IV, Henri IV et Louis XIII, si vous voulez, en l'espace de 40 ou 50 ans, Louis XIV a complètement ruiné la France. Il y a eu des millions de morts de famine en 1714-1713. Donc, qu'on cesse de m'expliquer que Colbert a été un grand succès, et c'est lui qui a amené la France à la pauvreté, et c'est lui qui a créé la richesse de l'Angleterre avec Louis XIV, et de la Hollande en abolissant l'édit de Nantes. Donc, arrêtons de dire que Colbert a été un grand succès, ça a été un grand connard, quoi. Une fois c'est tout, il faut dire que une fois pour toutes, quoi. Arrêtons. Donc, l'idée que le colbertisme a été un succès, là où la révolution industrielle a eu lieu, c'est en Angleterre, c'est pas en France. Et pourquoi ? Parce que Courtauld, qui était des protestants français, sont allés s'installer en Angleterre, où ils ont créé l'industrie textile en Angleterre. Donc, il faut arrêter de dire que le colbertisme, c'était une bonne chose. Hein. Et c'est là où Zemmour ne comprend rien, enfin, le pauvre garçon. Il a fait Sciences Po, papa là. Enfin bref, il y a Colbert, il y a aussi les tarifs Méline, 1873. Ben oui, ben, c'est une excellente idée, vous voyez. Pourquoi on a fait les tarifs Méline ? Pour redynamiser l'industrie française, peut-être par rapport à la concurrence anglaise. Oui, mais d'ailleurs, autant que l'Angleterre, c'est l'Allemagne qui était le Ce qui s'est passé, c'est que c'est le moment où il y a eu les bateaux à vapeur qui ont commencé à apparaître. Et donc les blés qui arrivaient d'Amérique du Nord, de l'Argentine, étaient immensément concurrentiels par rapport aux blés européens. Et donc qu'est-ce qu'on demandait ? Il ne faut pas oublier que la France était rurale à l'époque. Hein. Oui, tout à fait. L'industrie. Il y avait Napoléon III qui avait essayé un peu, mais c'était pas vraiment le truc. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a mis des droits de douane sur le blé qui arrivait d'Amérique du Nord. En Angleterre, il y avait eu un débat absolument énorme sur les corneaux, qui étaient à l'origine de... Et finalement, ils ont aboli tous les droits de douane, parce qu'avoir du pain pas cher, c'était ce qu'il y avait de mieux pour les ouvriers. Et dans le fond, que la farine ne soit pas faite en Angleterre, ils se disaient, on s'en fout, on apporte de la farine qui est un truc à base à la rajouter, on nourrit nos ouvriers, et hop, on va rien. Donc, les Anglais ont décidé d'apporter de la bouffe pas chère, et de faire de l'industrie chère. Et pour ça, il fallait ne pas avoir de droits de douane. C'est bien pour ça qu'on a été ratatinés en France. Bon. Et qu'est-ce qu'ont fait les Danois ? Les Danois, ils ont fait quelque chose d'encore plus intelligent. Ils ont importé de la farine pas chère, et ils ont fait des élevages de cochons incroyables, à qui ils donnaient du blé pas cher, et ils vendaient de la viande très chère, sur lequel il n'y avait pas de droit de douane. Quelle a été la réaction des Français ? Taxer les cochons. Taxer les cochons et taxer l'industrie, et avoir du pain cher et pas d'industrie, et on s'est retrouvé, on a pris une branlée en 1914. Enfin, on a eu du mal, quoi. Ouais, la population s'est effondrée. Donc, encore une fois, quand vous lisez les arguments des protectionnistes, vous vous dites, mais ils n'ont vraiment aucune culture historique. Il ne faut pas oublier que le but de tout industriel français qui se respecte, on voit très bien, c'est ce que j'appelle le capitalisme de connivence.
c'est-à-dire que vous montez une usine, puis vous allez voir les députés en lui disant, dites-moi là, je la gère mal, je prends trop de dividendes, j'investis pas assez, mais il y a ces salopards d'Allemands qui font le contraire, qui sont en train de me bouffer mon truc, donc s'il vous plaît, protégez-moi. Derrière l'idée de protectionnisme, il y a la protection, c'est-à-dire une idée défensive. Or, comme disait De Gaulle, à quoi sert une place imprenable? À être prise. Donc l'idée défensive en stratégie, vous vous faites toujours ratatiner. Regardez la ligne Maginot. Le protectionnisme, c'est une ligne Maginot. Très bien. Mais aussi, il y a un petit raisonnement par analogie, peut-être par rapport à ce que récemment a fait Donald Trump. C'est-à-dire rétablir pour le coup des droits de douane sur certains produits et favoriser... Il n'a pas rétabli des droits de douane. Et ce qu'il a fait, c'était beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'il a dit, écoutez, vous pouvez... Ce qui compte pour une entreprise, la seule chose qui compte, c'est la rentabilité sur capital investi. Bon. Et donc la rentabilité sur capital investi dans une usine de voitures au Mexique était très supérieure à la rentabilité du capital investi dans une usine de voitures aux États-Unis. Mais toutes les usines qui ont été faites au Mexique, elles n'ont pas été faites pour vendre des voitures au Mexique. Elles ont été faites pour vendre des voitures aux États-Unis. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est du commerce libre? Parce que on peut en discuter, mais normalement l'usine elle devrait plutôt servir à faire des voitures pour les Mexicains, quoi. Il n'y aurait pas la même taille que les voitures pour les Américaines, etc. Donc, ce qu'a dit Trump, c'est qu'il a dit, écoutez, vous avez accès au marché américain, que vous soyez américain ou pas n'a pas d'importance, à condition que vous fassiez vos usines aux États-Unis. Est-ce que c'est du protectionnisme? C'est pas... Parce que sinon vous arrivez à ce qui se passe partout dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé depuis longtemps? Les États-Unis ont cet avantage immense de payer leurs importations avec leur propre monnaie. C'est-à-dire que quand la France a un déficit de son commerce extérieur, elle doit donner quelque chose de valable pour solder avec les autres pays. Donc en général, il faut qu'elle vende quelque chose d'autre, qu'elle vende des actifs en France, c'est-à-dire qu'elle vende de l'immobilier pour qu'ils achètent des choses, pour qu'elles soldent. Les États-Unis donnent des bouts de papier vert. Ils disent, vous inquiétez pas, voilà, vous vous démerdez avec. Donc les États-Unis ont cet avantage immense, puisqu'ils sont la monnaie de réserve, de payer avec leur propre monnaie. Donc ce que ça veut dire, c'est que ces usines, quand on faisait en Mexique, les gens recevaient des papiers verts, ils étaient très contents parce que ça leur permettait d'acheter des trucs. Mais ça n'est qu'une conséquence du statut tout à fait spécial du dollar. Sinon, ça serait arrêté tout de suite parce que la monnaie américaine se serait effondrée vis-à-vis de la monnaie mexicaine et les voitures mexicaines, elles n'auraient pas pu se vendre aux États-Unis. Donc la première des choses, c'est que le marché des importations est faussé aux États-Unis par le statut spécial du dollar. Donc est-ce que vous pouvez avoir un libre-échange quand il y a une des deux monnaies qui est extraordinairement supérieure à l'autre et qui sera toujours acceptée alors que l'autre ne le sera pas? Donc le départ, c'est que vous avez un péché originel au-dessus, qui est le truc américain. Donc est-ce que vous devez à ce moment-là considérer que c'est du libre-échange? Non. Vous ne pouvez pas avoir de libre-échange avec les États-Unis puisqu'ils vous payent avec la propre monnaie. C'est comme si votre grand-mère va voir son banquier qui lui dit « Madame, vous avez un déficit monstrueux de votre compte courant. Là. » Votre grand-mère dit « Vous en faites pas, je vais vous faire un chèque. » C'est ce que font les États-Unis. Donc les producteurs américains ne sont pas à égalité. Ouais. Vous n'avez pas une concurrence, vous n'en avez pas. Pour revenir un petit peu sur le protectionnisme, on sait que c'est une notion qui était chère au général de Gaulle.
Est-ce que imposé là je vais parler de l'autonomie, parce que beaucoup de gens ça, c'est autre chose, ça, c'est estiment que le protectionnisme serait une solution à un retour à l'autonomie. Et en fait, ma question, c'était pour partir du protectionnisme, c'est comment revenir à l'autonomie, puisque le protectionnisme n'est pas une solution pour vous. Comment la retrouver? J'ai pas l'impression que les Suisses soient autonomes, c'est. Pas trop. Alors je crois que c'est quand même une démocratie très particulière. Bah oui, ça veut dire que c'est une démocratie, parce que c'est le peuple qui est quand même bien meilleur que nous. Bah, il vote, c'est-à-dire que c'est le souverain qui vote pour tout. Vous connaissez le nom d'un politicien suisse? Non. J'en ai pas là. Comment il s'appelle? Oscar Fressinger. Oui, vous en connaissez un, c'est bien. 1-0. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la Suisse est un pays qui n'a aucune ressource naturelle. Aucune. Qui n'a pas de déficit des comptes courants, qui a des excédents monstrueux. C'est la monnaie la plus forte du monde depuis toujours. Ils n'ont pas de déficit budgétaire. Vous remarquerez qu'ils ont assez peu d'universités. Ils ont 2 ou 3 très grandes universités, et puis le reste du temps, c'est l'apprentissage. Il fait l'éducation des gens. Donc, quand on va à l'école, on arrête à 14 ans et on apprend sur le tas. Donc, pas de déficit extérieur, la monnaie la plus forte du monde, pas de chômage, pas d'inflation. Et je vous pose la question, vous ne connaissez pas le nom d'un politicien suisse? Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas de problème. Donc la notion que vous êtes en train d'évoquer d'autonomie, vous êtes en train de dire il faut qu'il y ait un homme politique, qui a une grosse cervelle qui comprend tout, disent qu'il faut mieux faire des avions que du cassoulet. J'en sais tout rien, moi. Si le monde entier veut du cassoulet et qu'on fait trop d'avions, à quoi ça me sert de faire des avions? Regardez, la France, ça fait par exemple des années qu'on spécialise sur le tourisme et les avions. Bon, vous avez le Covid qui arrive, et on ramasse la gamelle du siècle. Alors que si on avait des dizaines de fabricants de cassoulet, les gens continueront à en bouffer partout dans le monde. Donc, encore une fois, arrêtez de penser qu'il y a une chose qui s'appelle la politique industrielle. C'est une connerie des narcs. La politique industrielle, ça n'a pas lieu d'être. La seule chose qui compte, c'est le marché. Qui décide quoi, qui va acheter quoi avec son pognon à lui. Et plus vous aurez de transactions qui sont faites. Quand vous avez 2 individus libres qui font une transaction entre eux, les 2 s'enrichissent. C'est la base de la théorie économique. Quand vous avez un individu libre qui est obligé d'acheter sa sécurité sociale à l'État parce qu'il n'a pas les personnes ne peuvent faire concurrence à l'État, vous avez un appauvrissement. Parce que ce que me disait un de mes vieux professeurs à Toulouse, c'est que dans la vie, il faut choisir, ou vous avez la main invisible d'Adam Smith, contre lequel les Français sont très fâchés, ou vous avez le grand coup de pied dans le derrière de Joseph Staline. Mais vous n'avez rien entre les deux. Entre les deux, il n'y a rien. Donc vous devez philosophiquement choisir au début de votre vie, est-ce que je suis pour la main invisible, la liberté, ou est-ce que je suis pour la contrainte? Et toutes les élites françaises ont toujours choisi la contrainte. Et c'est pour ça qu'on est dans la merde. Et bon, aussi on n'est plus autonome. Et on n'est plus autonome, mais évidemment on ne peut pas. Puisque, comment voulez-vous être autonome quand par exemple on n'a rien compris à Internet? Aujourd'hui, tous les internets sont dans les mains des Américains. Ouais. Et c'est nous qui avions inventé le Minitel. Et ben qu'est-ce qu'on en a fait? On a fait passer des annonces porno dessus. C'est brillant, mais on aurait foutu la paix aux ingénieurs d'Alcatel, ils auraient inventé l'Internet, c'est quand même. Et chez les GAFA seraient chez nous. Donc encore une fois, les types sont. Le but des Français, des élites françaises, c'est d'être prêts pour la bataille de la dernière guerre. Imaginons, c'était de creuser une grosse tranchée avant qu'ils arrivent, comme ça on serait confortable dans notre tranchée. Manque de peau, on a inventé les chars et les avions, et l'Imaginons, elle ne servait à rien. Donc maintenant vous parlez d'autonomie, mais d'autonomie de quoi? Tous les semi-conducteurs du monde aujourd'hui sont faits à Taïwan. Tous. Il y a une pénurie de semi-conducteurs monstrueuse dans le monde aujourd'hui. Il faut 7 ans pour faire une usine de semi-conducteurs, des centaines de milliards de dollars. Et comment vous leur prenez votre autonomie? Aujourd'hui, la matière première du monde, c'est plus le pétrole, c'est le semi-conducteur. Donc, comment voulez-vous qu'on devienne indépendant semi-conducteur? C'est même pas possible. Donc, vous pouvez vous enrichir qu'en acceptant de faire mieux que les autres un certain nombre de trucs pour pouvoir acheter chez eux ce qu'ils font mieux que nous. Sinon, vous vous appauvrissez. Donc, ceux qui nous proposent de retrouver notre autonomie en utilisant le protectionnisme sont des gros couillons. Sont des gros couillons. Sont des gros couillons, il n'y a pas le moindre doute. Vous avez parlé un petit peu d'élite française.
On va se détendre peut-être un petit peu. Là. Absolument, on va dire des bêtises. Allez. Voilà, on va dire des bêtises. Parce que ça, c'était très sérieux. Je vous cite un ou deux noms et vous me dites ce qui vous vient. Jacques Attali, Alain Minck, par exemple. Eh ben, tous ces gars-là, si vous voulez, Jacques Attali, d'abord, il a été condamné 2 ou 3 fois pour faux. Vous savez, il avait fait des plagiats. Parce qu'il a écrit, je crois, un bouquin sur Spinoza, etc. Il avait complètement plagié ailleurs, qu'il avait C'est fait Minck, avec non, Bernard. ça. Hmm? C'est Minck, non? Pour Spinoza. Minck, il a peut-être fait aussi, mais ça ne m'étonne pas, ça. Donc, si vous voulez, ce sont des faux, ce que j'appelle des faux intellectuels. Attali, il a été le président de cette banque, avait créé Mitterrand pour lui à Londres, qui s'appelait la Banque de Construction et de Développement. Il a été livré avec perte et fracas par la Banque d'Angleterre, parce que c'était un désastre. Donc, Minck, il a ruiné ce pauvre Carlos de Benedetti, le collant dans l'affaire de la Société Générale de Belgique. Donc, vous regardez quand ils ont été dans la vie active, prenant des vraies décisions, ces gars-là, ça a été des vrais désastres. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi des gars qui sont toujours trompés sur tout sont sans arrêt invités par les médias. Parce que vous les regardez, mais vous dites... J'ai eu un débat un jour au Portugal avec Attali, devant une banque où on parlait. Et c'est comme moi j'expliquais, c'était un peu après la sortie de mon livre, hein, que l'euro était un désastre. Il arrêtait pas de me dire je suis d'accord avec Charles. Mais je lui disais, mais vous pouvez pas dire que vous êtes d'accord avec moi. Tout nous oppose. Vous m'insultez quand vous dites que vous êtes d'accord avec moi. Vous pouvez pas être d'accord avec moi. Intellectuellement, philosophiquement, vous pouvez pas. Et donc ce sont des gars qui se croient très intelligents parce que... Premier sorti de Polytechnique. Attali. Oui, je sais bien, et alors Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. c'est un super avenant, oui, voilà, c'est un super avenant. Donc le petit Nicolas. Donc c'est un super avenant, ben voilà, il est nul, quoi. Mais si vous voulez, un type comme Zemmour est beaucoup plus intelligent qu'Attali. Il voit beaucoup mieux les faits que ne le voit Attali. Attali, c'est... Vous avez vu ce film qui s'appelait Ridicule, je crois, il y a quelques qui était sur la France au XVIIIe siècle, et il y a un abbé de cour dans ce film qui est avec le roi de France. Je l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu, c'est un très bon film, vous le voyez. Ça me dirait. Ça a 20 ans, 30 ans. Qui explique au roi de France, qui prouve au roi de France l'existence de Dieu. Il déroule un moment, etc. Et le roi lui dit, écoutez, c'est très bien, vraiment vous êtes bien et tout. Et l'abbé, qui n'est pas tellement intelligent finalement, dit au roi, mais j'aurais pu vous prouver le contraire, sire. Et le roi l'envoie péter. Ce sont des gens qui n'ont aucune conviction et qui peuvent vous prouver quelque chose et son contraire. Attali, il était pour l'intervention de l'État, puis contre l'intervention de l'État, puis pour l'intervention de l'État, puis contre l'intervention de l'État. Et chaque fois qu'il a été, quelque part, ça a été un désastre dans la pratique. Donc, et puis voyez, je vais dire quelque chose avec tel, il est favorable à l'euthanasie des vieux. Bah, qui commence par lui-même. Ben voilà. Qui supprime, il a 77 ans, le seul homme qui ait jamais eu en trop sur la Terre, c'est Attali. BHL, c'est un peu la même... Ben, je c'est pareil, sauf que c'est un niveau inférieur. Enfin, du point de vue conceptuel. BHL, j'ai un souvenir de BHL quand j'étais en Angleterre, c'était à mourir de rire. Les Anglais sont cruels. À la télévision, on voyait BHL qui était là, ça se passait en Serbie. Il se prenait pour Malraux, ça veut dire, regardez, il y a des coups de feu partout, donc il est tapis à 4 pattes, regardez, je suis dans un endroit dangereux et tout. Puis la caméra fait grand angle, en sortant de la rue Attali, et on voit une mère qui poussait des enfants. Il était dans une ville où il ne se passait rien, mais il était à 4 pattes en train de se faire filer comme s'il était au... Comment peut-on attention ? Récemment, il a été chassé comme ça par des populations. Ouais. Il était autour, il y a des vidéos sur Twitter qui sont exactement, accessibles. Je sais plus où c'était. Peut-être en Syrie, ouais. Dans le Kurdistan, je crois. Donc, ce sont des êtres ridicules. Ouais. Ce sont des êtres ridicules. Quelqu'un d'autre ? Marine Le Pen.
l'ai rencontrée à une ou deux reprises. Elle a cette espèce d'énergie vitale qu'avait son père, vous savez, cette espèce de force tellurique. Ça, c'est une grosse qualité. Mais contrairement à son père, elle ne travaille pas. Elle travaille pas. Si vous voulez, c'est que la vie, c'est un long travail sur soi-même, et elle ne travaille pas. Ni sur elle-même, ni sur le monde, ni rien du tout. L'impression qu'elle donne comme ça vu de l'extérieur, mais je ne la connais pas assez bien, elle a une petite boutique qu'elle a héritée de la famille, et elle espère que ça restera la petite boutique dans la famille, mais elle n'a pas l'intention de la transformer en Galerie Lafayette, quoi. C'est pas, son but, c'est de maintenir le petit commerce familial, quoi. Dans la même famille, on a aussi Marion. Ah, Marion, c'est autre chose. J'ai rencontré à plusieurs reprises, je l'aime beaucoup, j'ai discuté avec elle, j'ai de bonnes relations avec elle. Elle est très proche d'Alexandre Peset, vous savez, l'Institut de formation politique. Donc je suis aussi très proche et tout. Elle a fait un petit peu la même chose à Lyon, finalement. Elle a pris l'exemple de l'IFP, elle l'a transporté à Lyon. Marion, ça c'est autre chose, elle travaille beaucoup. Elle a une énorme personnalité, elle est très intelligente. Et elle travaille beaucoup, mais elle est trop jeune pour cette élection. Elle aurait 10 ans de plus, ça aurait été le pied. Ça aurait été la candidate idéale, oui. Mais elle est trop jeune. Dans un livre que vous avez écrit, qu'on a déjà beaucoup cité pendant cette émission, Des lions menés par des ânes, si tu peux... Avec les ânes, c'est l'anagramme de Léna. Passe-moi Bah tiens, voilà l'ouvrage. Les ânes, c'est l'anagramme de Léna. Vous savez, c'était calculé... Vous l'avez écrit en 2003, je crois. 2003, 2002, je crois. Je l'ai écrit en 2002. Donc, le titre, Des lions menés par des ânes, et le sous-titre, Essai sur le crash économique, entre parenthèses, à venir, mais très évitable, de l'Euroland en général et de la France en particulier. Alors, et tout s'est passé comme prévu. Bah écoutez, moi je l'ai Sauf que ça a duré plus longtemps que prévu. On regarde chacune de vos démonstrations, on se dit, bah oui, c'est l'évidence même. Bah oui. Vous savez, l'économiste, une branche de la logique, c'est pas une branche des mathématiques, et c'est pas une branche de l'astrologie. Hein. Donc, le but de l'économiste, c'est pas de prévoir le futur, c'est de vous dire quels sont les faits du présent. Et là-dedans, je disais, si vous maintenez un taux de change fixe entre des pays qui ont des productivités différentes, le pays qui a la productivité la plus faible va sauter. Et aujourd'hui, il a sauté, l'Italie, la France sont en train de sauter, l'Espagne. Et ce qui se passe, à mon grand regret, c'est que du coup, on a introduit de plus en plus de distorsions du marché pour maintenir l'illusion que l'euro, c'était une bonne chose. Vous avez fait une immense erreur, et à la place de dire, les gars, désolé, je prends ma retraite, je vous montre pardon, j'ai fait une connerie, c'est ce qu'on aurait dû faire tricher. Et maintenant, Draghi, qui est une grande crapule, c'est lui qui a imposé l'euro à l'Italie, puis il a été gouverneur de la Banque centrale, et maintenant, pour le récompenser de tous ces mauvais états de service depuis 40 ans où il a détruit son pays, on le nomme Premier ministre. C'est-à-dire, ce que se disait Einstein, c'est que compter sur les gars qui ont créé le problème pour le régler, faut être idiot. Il faut se débarrasser des gars qui ont créé le problème et ensuite on peut le régler. Mais alors, j'ai envie de dire, ça saute, mais ça n'en finit plus de sauter et finalement ça fait 20 ans presque que vous avez écrit ce bouquin. Et certes, je ne vais pas vanter la situation économique de l'Europe, je ne vais pas vanter la monnaie qu'est l'euro. Néanmoins, ça tient à peu près. Ça ne tient pas, c'est-à-dire que vous faites sauter tout le système bancaire. Les banques qui étaient à 100 en l'an 2000, elles sont à 10 aujourd'hui. C'est-à-dire que le système bancaire a été ruiné par l'euro, pour des raisons que je peux expliquer si vous voulez, mais ça ne pourrait pas en être autrement. L'industrie italienne a disparu, l'industrie française a disparu. C'était une autre cause de désindustrialisation de la France, c'était l'euro aussi. Donc, et la dette, aujourd'hui en France, est à quoi 120% du PIB, quasiment à 200% en Italie. Donc, on a tenu en mettant en gage nos enfants, c'est-à-dire qu'on les condamne à l'esclavage et nos petits-enfants. Mais dans la réalité, s'il n'y avait pas la BCE, Écoutez, aujourd'hui, on est en train d'imprimer... Par exemple, la BCE, dans les traités qui ont créé l'euro, n'avait pas le droit d'acheter des obligations directement des États.
Aujourd'hui, tout le déficit budgétaire de la France et de l'Italie de l'an dernier ont été achetés par la BCE. Tout. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de marché pour la dette française dans un marché ouvert. Personne n'achèterait cette saloperie. Ouais. Personne. Et donc, si vous voulez, ça veut dire c'est l'Union soviétique ce truc. On n'a plus de marché pour les taux d'intérêt, on n'a plus de prix de marché pour les taux de change, on n'a plus de prix de marché pour rien du tout. Et ça tient, on crée de l'argent à la place de créer de la richesse. Un de ces quatre, il va y avoir une rupture entre les deux. Hein. L'argent va valoir zéro. Si vous émettez de l'argent et qu'il n'y a pas de contrepartie de richesse créée de l'autre côté, ben votre argent, il ne va pas valoir quelque chose longtemps. Hein. Non. Vous êtes à la tête d'un think tank depuis quelques années, l'Institut de Liberté. Ouais. Et par ailleurs, vous faites des articles très intéressants, une fois par semaine, si je ne m'abuse, à consulter sur le site de l'Institut des Libertés. Et il y a quelques mois, vous avez entrepris dans ce studio de faire des vidéos avec plusieurs personnalités. Voilà, c'est très intéressant. Alors vous apparaissez maintenant pas dans toutes les vidéos. Au début c'était le cas. Je suis en train d'essayer de mettre des tas de directeurs de programme partout pour que sur les sujets qu'ils connaissent bien, ils puissent aussi interviewer des gens qui les connaissent mieux. De façon à ce que ce à quoi je très profondément, si vous voulez, c'est que la démocratie ne peut pas fonctionner si le citoyen n'est pas bien informé. Sinon c'est un sujet. Sinon c'est un sujet. Le citoyen a un sujet. C'était la formule d'Alfred Sauvy, mal informer les citoyens deviennent des sujets. Voilà, c'est ça. Exactement, Alfred Sauvy c'était mon grand homme, donc je l'aimais beaucoup. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, ce qui s'est passé avec l'Institut de Média qu'on a créé là, c'est qu'il y a 3 ans à peu près, il y a 2 petits jeunes qui sont venus me voir en me disant écoutez, vous dites des choses intéressantes parce que je passais de temps en temps sur BFM TV, même que je suis plus invité maintenant, ou sur Sud Radio, que j'aime beaucoup, ce brave Perkoff qui est un grognon comme moi, un vieux. Ben, si je devais faire une campagne politique, je dirais place aux vieux. Les jeunes vont faire de mal comme ça, si ça vous fait rien, on va aller chercher quelques vieux cons qui vous expliqueront comment ça marche. On dit souvent si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Voilà, mais le extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui la jeunesse ne sait pas, mais pense qu'elle sait. C'est ça le drame de notre situation, c'est qu'un type comme Macron se juge supérieurement intelligent. D'ailleurs là-dessus, vous avez dédié votre livre Des lions menés par des ânes aux femmes de ma famille. Oui. Il y a un problème avec justement la famille en France. Elle est déconstruite. Non, c'est une histoire beaucoup plus rigolote que ça. C'est une histoire familiale. Les femmes dans la plupart des familles, elles ont un rôle dominant. C'est elles la famille. Hein. Nous, on est des pièces qu'on peut rajouter ou reprendre, mais c'est des femmes qui constituent l'ossature de la famille toujours. Enfin, je pense que je suis pas sexiste en disant ça. C'est par la famille, c'est par les femmes que passe l'histoire de la famille aussi. C'est souvent les ancêtres, ça c'est. Et donc, c'était en 2001-2002, et je grognais contre l'euro. Il m'arrête de grogner. Donc les femmes de ma famille m'ont dit écoute, arrête de grogner, explique-nous. Alors comme j'étais dans le Gers, en Gascogne là-bas, j'ai rien à foutre si ce n'est bouffer. C'est très bon, mais le pays est agréable, j'adore ce pays. Donc je me suis dit je vais écrire un livre pour vous expliquer ce que c'est l'euro. C'était le premier livre que j'écrivais. Pourquoi c'est une imbécilité, c'est ce livre. Et ce qui s'est passé, c'est que j'écrivais un chapitre pendant la journée. Je l'imprimais, je le donnais aux femmes qui étaient les femmes de ma famille, là. Elles le lisaient, et si elles ne comprenaient pas quelque chose, il fallait que je le réécrive. Donc c'est un livre qui a été relu par des gens qui ne sont absolument pas spécialistes. Et c'est pour ça qu'il est assez clair à mon avis, c'est que dès qu'elles ne comprenaient pas quelque chose, elles me disaient alors là, je ne comprends pas un mot de ce que tu as dit, donc il fallait que je réécrive. Et puis ensuite, je l'ai donné à Milton Friedman, avec qui j'avais d'excellentes relations, depuis longtemps. Et il a révélé une des erreurs de raisonnement, donc je le réécrire à nouveau. Et donc, il a tiré à 30 000 exemplaires, ce qui était énorme. C'était le deuxième tirage de la fin, un type que personne ne connaissait. Je l'ai envoyé comme ça, il l'avait pris tout de suite. Et puis, il m'a demandé un deuxième livre, donc j'ai commencé à écrire mon livre sur Jésus, parce qu'il y avait des tas de choses que je voulais dire, sur ce qu'était le christianisme. Et là, la directrice des collections de l'Info m'a fait comprendre que le gouvernement avait dit qu'il ne fallait plus jamais prendre un livre de moi. Quoi. Donc, ne croyez pas que nous sommes dans un endroit où les élites cherchent le débat d'idées.
dès qu'il y a un type qui a des idées qui ne plaisent pas aux élites, on ne lui coupe pas la langue comme au Moyen-Âge, hein, on lui coupe le micro. Il n'a plus accès à rien. Donc, j'en viens à l'Institut du Liberté, il y a des petits gars qui sont venus m'interviewer sur YouTube, là. Et mes interviews ont fait 200 000, 300 000, 500 000, il y en a même une qui a fait 1 million. Je me suis dit, ben dis donc, je ne me sers pas du bon média. Parce qu'un bon article que j'écris le lundi matin, comme vous l'avez dit, si tout va bien, il y a 25 000 personnes qui le lisent. Hein. Et on ne sait pas s'ils le lisent en entier. Et on ne sait pas s'ils le lisent en entier. Et on ne sait pas s'ils ont compris. Parce que là, 200 000 personnes, 300 000 personnes, 400 000 personnes, je me suis dit, mais dans le fond, cette génération ne l'est plus. Donc ça ne sert à rien d'écrire. Donc je vais faire un truc comme ça. Vous savez, souvent, c'est des gens de notre âge qui vous regardent. Oui, je sais. Je sais, parce qu'ils comprennent que j'essaie de communiquer avec eux. Ce qui est bon. C'est vrai que la communication, elle a évolué. Quand on regarde les archives de Nina, ou même des photos, vous savez, avant-après, on voit dans le métro parisien des gens avec des journaux, des livres. On voit aujourd'hui des gens avec des téléphones dans les mains, en fait. Et des trucs dans les oreilles. La forme de la communication a changé. Du coup, est-ce que vous pensez, vous qui êtes protéiforme, en fait, plus pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'à la fois vous êtes sur Internet et à la fois vous écrivez des ouvrages. J'écris sans arrêt dans mon métier. Vous savez, la façon dont je communique avec mes clients dans le monde, c'est que j'écris tout le temps. Vous pensez que finalement l'avenir, ne serait-ce que même pour la politique et pour toucher les jeunes, c'est les médias Internet ? Alors, la réponse est je ne sais pas. Mais je vais vous dire quelque chose qui pour moi est essentiel. C'est que j'ai beaucoup écrit dans ma vie et que très souvent, au début d'une écriture, je ne sais pas ce que je vais dire. C'est-à-dire que l'écriture, c'est une façon de faire sortir des choses de vous dont vous ne saviez pas que vous les portiez. C'est-à-dire que l'écriture, c'est un accouchement. Vous avez d'un seul coup des idées qui vous viennent, et puis vous les lisez, vous dites, mais pourquoi j'ai pensé ça? D'où ça vient ce truc? Vous ne le savez absolument pas. Donc il y a une forme, et ça, vous ne pouvez pas le faire à l'oral. Vous pouvez ensuite le répéter à l'oral. Mais cette espèce de création à partir de rien, ça n'arrive que par l'écriture. Donc je ne sais pas si les autres s'en serviront, mais je sais que cesser d'écrire, c'est un appauvrissement de la pensée gigantesque, pour celui qui pense. Moi, j'écris pas pour... j'aime bien expliquer et tout, et les gens aiment bien ce que j'écris souvent, mais c'est que pour moi, il est indispensable d'écrire pour savoir ce que je pense vraiment. Tant que j'ai pas écrit, je sais pas. C'est une façon très... La relation à l'écriture n'est pas du tout celle de la parole. Scripta manent, disaient les Romains, les écrits, ça reste. Ça reste, c'est-à-dire non seulement pour les autres, mais pour vous. L'écriture, c'est quelque chose de très spécial. Une question oui, moi j'avais une question. Du coup, il y a quand même une petite sans euphémisme, évolution de la communication entre aujourd'hui avec les médias. Ça peut se retrouver en 2022 au niveau de la politique, au niveau des partis, on peut avoir une métamorphose. On a bien vu avec la première élection de Trump, si vous voulez, c'est que lui, il s'est servi massivement de ces nouvelles formes et ce qui lui a permis de faire comprendre aux gens que dans le fond, lui il pensait comme eux. C'était une... Mais pour moi, l'élection de 2022, elle va se jouer sur un truc très simple. C'est est-ce que les abstentionnistes vont revenir ou pas? C'est le vivier géant. C'est le vivier géant et auquel personne ne s'intéresse. Donc s'il y a un candidat qui réussit d'un seul coup à parler à ces gens et à être entendu, et à ce moment-là, il va ratatiner tous les autres. Mais si ça reste entre Macron et Le Pen, ils seront élus, l'élu sera élu avec 15% des voix, quoi. Alors c'est un tout petit peu en dessous, mais il y a un 13% des voix qui traînent un petit peu. Zemmour, il a... vous savez ce que disait De Gaulle, c'est que l'élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme et un peuple. Zemmour, il a cette capacité de créer cette rencontre entre un homme et un peuple. Mais il doit travailler beaucoup sur l'économie.
Parce qu'il dit un nombre de bêtises quand même qui dépasse l'entendement. Mais c'est pas grave, parce qu'il a. Ce que je veux dire, c'est que le Zemmour, contrairement aux autres, a une longueur d'onde. Il a une vraie longueur d'onde. Et donc, les gens peuvent être sensibles au fait qu'il ait une longueur d'onde. Le président de la République actuelle, c'est l'électroencéphalogramme plat, il n'y a rien, c'est des mots. Et Le Pen, bon, il n'y a pas de longueur d'onde, parce que, ou alors elle est très courte. Zemmour, si sa force comparée aux autres, c'est qu'il a une longueur d'onde. C'est qu'il aime aussi la France, peut-être plus. Il aime la France. D'ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire de France, je crois qu'on a un roi de France qui n'aime pas son pays. C'est stupéfiant. Je ne pensais pas que ça pouvait exister. Bon. Peut-être dernière question. Vas-y. Vous dites assez souvent, je me répète, hein, c'est le privilège de la vieillesse. Quand on a un certain âge où on se répète, on se contredit. Quoi, donc, après, on se répète pour mieux se faire comprendre aussi. Oui, c'est pas vaut mieux se répéter que se contredire. Et donc vous dites souvent que la gauche a trahi le peuple et que la droite a trahi la nation. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez développer cette idée un peu plus? Mais que la gauche ait trahi le peuple, si vous voulez, moi dans mon enfance et tout, par exemple, mon père était officier, on vivait à Amiens à l'époque, après la guerre, c'était pas une période particulièrement joyeuse. Tout le personnel de gauche, à part les communistes, tout le personnel de gauche était patriote. Des gens comme Max Lejeune, qui était ministre député à l'époque, ou Gilbert Jules, qui a été membre du Conseil constitutionnel après, c'était des députés, des sénateurs. Ils aimaient mais profondément leur pays. Et ce qui s'est passé depuis 30-40 ans, c'est que le peuple a déçu la gauche. Parce qu'il n'a pas... Vous savez, le peuple, c'était le Messie, celui qui allait... Donc, la gauche a changé d'idole, elle est passée du peuple à l'immigré. Et ce faisant, elle trahissait le peuple. Et la nation, tous les gouvernements de droite depuis Giscard d'Estaing ont tous trahi la nation pour cette idée européenne. Ils ont dit que la France était inférieure à l'Europe. Quand j'ai entendu Giscard, quand il a été élu, dire que la France représentait 1% de la population mondiale et que donc il fallait s'agréger à un groupe plus grand, je me suis dit mais quel con. Écoutez, je crois qu'on va avoir fini là. On a déjà une bonne grosseur d'interview. Peut-être 1h20 environ. N'hésitez pas à couper. Hein. Moi j'avais une question aussi, je viens de retrouver la page. Parce qu'on pourra dire que c'est l'ultime question. Parce que justement vous venez d'évoquer que les élites actuelles et surtout ceux qui sont au pouvoir, en tout cas ceux qui sont, on peut revenir un petit peu avant sur ceux qui étaient de gauche, s'intéressent plutôt à l'étranger, aux personnes qui sont peut-être... Mais c'est-à-dire qu'il s'est passé un glissement, et là pour les jeunes qui nous écoutent, ou pas les moins jeunes, vous devriez lire le livre de Bock-Côté qui s'appelle « Le multiculturalisme comme nouvelle religion ». C'est un livre qui est paru il y a 2-3 ans, en 2018 je crois, donc ça fait déjà, oui, ça fait 3 ans, qui est prodigieux d'intelligence. Et la thèse de Bock-Côté, c'est qu'on est passé insensiblement d'un respect de la démocratie. Qu'est-ce que c'était que la démocratie? C'était le vote par la majorité, et la minorité acceptait sa défaite en attendant la prochaine fois. Vous voyez ce que je veux dire? C'était donc, il y avait deux composantes à la démocratie, la majorité gouvernée, il y avait des votes fréquents pour pouvoir changer de majorité, parce que me disait un vieil ami anglais, qui était un député travailliste, il me disait la démocratie c'est très facile, une fois tous les 5 ans on vote pour un type dont on se doute qu'il est incompétent, et puis quand on est sûr qu'il est incompétent, 5 ans plus tard on le vire. C'est ça la démocratie, c'est rien d'autre. C'est la possibilité de virer les gens incompétents, la démocratie. C'est pas... Alors, je ne sais pas si vous remarquez, nos élites ont bâti un système où on ne peut pas les virer. Oui, les législatives ont été d'ailleurs décalées. Oui. Alors qu'avant, quand on était à 7 ans, sous un septennat, c'était un peu plus logique au niveau de là où... Ça permettait des votes fréquents, on pouvait changer de majorité, parce que là on a 5 ans les mêmes couillons. Ça faisait les midterms un peu américaines. Voilà, c'était très bien. Là maintenant, le fait qu'elle soit juste après les présidentielles... Et ce que dit Bock-Côté qui était profond, c'est qu'ils ont changé les élites en question pour ne pas avoir à se soumettre au vote, hein, c'est ça le but essentiel. Ils ont changé leur objectif. Ils disent maintenant, il faut que nous, on soit des élites technocratiques, à la Attali, à la MAC, et que notre pouvoir ne dépende pas
du peuple, mais des juges. C'est-à-dire qu'on va maintenant défendre les droits de l'homme et plus la souveraineté. Donc on a changé d'idole. L'idole, c'est plus le peuple, c'est l'étranger qui a des droits, puisqu'il est humain, il a des droits de l'homme, et c'est des tribunaux qui vont maintenir. Et donc c'est pour ça qu'on établit ces cours de justice en Europe, qui sont là que pour empêcher la démocratie de fonctionner, les peuples de s'exprimer, quoi. En disant, écoutez, si ça vous fait rien, des étrangers, on en a assez, par exemple. Si ça vous fait rien, on va peut-être arrêter un peu, quoi. Non, non, ça, on n'a pas le droit, parce que c'est le droit de tout le monde de venir en France. Donc, mais si vous avez l'occasion, lisez ce bouquin, il est prodigieux. Il y a un autre bouquin qui en parle très bien et qui est très visionnaire. C'est Christopher Lasch, La révolte des élites, oui. Écrit en 94. Oui, exactement, c'est très bien vu ça. Voilà. Huntington disait la même chose. Voilà, je vais dire Qui sommes-nous des civilisations. Qui sommes-nous il a écrit, il dit exactement la même chose, il avait écrit aussi. Et c'est tout à fait vrai, c'est qu'il y a un mouvement coordonné des élites aujourd'hui pour se débarrasser de la démocratie, de la souveraineté du peuple. Il y a une citation, vous justement, page 143, c'est vous posez cette question, où en sommes-nous aujourd'hui? Et vous répondez, alors vous énumérez différentes solutions, différentes sources de problèmes, différentes sources de problèmes qui seront à l'avenir. Et d'ailleurs, vous utilisez beaucoup d'adverbes parce que évidemment, vous n'êtes pas un marabout ou devin ou druide, je ne sais pas, mais vous essayez de mettre le doigt sur ces soucis et vous dites, nous sommes probablement en guerre contre le monde arabo-musulman. On a du coup un choc de civilisation un peu. Mais tu as vu, c'est la thèse du Nixon, mais encore une fois, si vous voulez, c'est pas que nous sommes probablement en guerre, c'est que le Coran et le prophète sont en guerre contre nous. Vous avez deux mondes, vous savez, le monde arabe et le monde al-arabe, c'est-à-dire le monde de la guerre. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas musulman, le monde musulman est en guerre contre lui. C'est dans le Coran. Donc, l'idée, c'est une idée curieuse, mais le monde musulman est en guerre depuis sa création contre le reste du monde. Les frontières de l'islam sont sanglantes partout, comme le disait Huntington. Bon, on va terminer là-dessus. Merci énormément, Charles Gave, d'avoir accepté de venir ici. Ça a beaucoup fait plaisir. Et revenez. On reviendra avec grand plaisir. On revient quand vous voulez. Merci beaucoup, Charles Gave. Cette vidéo est maintenant terminée, alors vous pouvez faire comme ce qu'on vous demande d'habitude, hein. Vous êtes habitués, donc abonnez-vous sur YouTube, mettez la cloche pour avoir les notifications, mettez un like, mettez un commentaire pour améliorer le référencement. Abonnez-vous aussi à notre Instagram, à notre Twitter, venez sur Telegram, on est présent sur Telegram, venez nous faire un don sur Tipeee pour nous améliorer un petit peu, parce que même si là, dans ce genre de format, on est pas mal, pour les entretiens, on peut faire mieux. Voilà, faites tout ça et je vous dis à la prochaine.